Bonjour tout le monde, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la Confédération nationale sur le financement des transports. Alors avec Sudrail, on est très attaché à ces grandes décisions et ces grandes orientations qui peuvent nous sembler très éloignées, mais force est de constater que toutes ces grandes décisions vont avoir des répercussions sur le quotidien de millions de personnes, mais aussi sur les travailleurs du rail, que sont également les cheminotes et les cheminots. On est avec Fabien Vidieu, donc, qui fait partie de la fédération Sudrail. Et j'aimerais bien que Fabien donc nous explique un petit peu comment on va se positionner dans le cadre de cette conférence des financements du transport. Mais avant, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est cette conférence, c'est le Premier ministre qui a lancé, donc ça a démarré le 5 mai. C'est une conférence qui va regrouper donc 4 ateliers avec des thèmes différents. Et dans le cadre de cette conférence, on avait la possibilité, chaque organisation avait la possibilité de déposer des livrets et des préconisations, ou tout au moins qui permettaient de connaître l'angle de chacun et de participer donc à cette conférence. Pour Sudrail, on a déposé ce petit livret qui correspond donc aux propositions que ferait Sudrail, notamment dans le cadre du financement du ferroviaire. Et Fabien, avant de commencer un petit peu à creuser sur cette conférence, tu peux nous rappeler quelle est l'importance du ferroviaire en France et puis surtout, qu'est-ce que ça représente le train en France? Est-ce que ça concerne une minorité de Français ou à quel point les Français seront impactés par les décisions qui seront prises dans le cadre de cette conférence? Oui, donc merci Valérie. Donc bonjour à tous. Bon, je me tourne vers la caméra. Alors le train en France, en gros, le ferroviaire en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, c'est un grand pays de ferroviaire. C'est un pays de train. Et quelques chiffres. Bon, je ne vais pas essayer de trop vous assommer. Moi, j'aime bien assommer avec les chiffres parce que j'aime bien un peu former. Il y a une valeur un peu pédagogique à ces vidéos. Et c'est vrai que lorsqu'on dit que la France est un grand pays du ferroviaire, une fois qu'on a dit ça, si tu ne donnes pas un minimum de chiffres, tu n'arrives pas à le démontrer. Je vais en donner quelques-uns. En 2023, bon, ce n'est pas encore les chiffres 2024, c'est les chiffres 2023. En Ile-de-France, donc ce qu'on appelle les trains transiliens, voilà, RERD, la ligne C, la ligne K, voilà, tout ce qui est train transilien, ils ont déplacé 808 millions de voyageurs en 2023. 808 millions. Pour ça, pour déplacer ces 800 millions de voyageurs, il y a eu 1,6 million de trains en 2023. Donc sur l'année, quand vous prenez tous les trains qu'il y a tous les jours, 1,6 million que des trains transiliens. Toujours en 2023, si vous allez chez les TER, qui sont la grande famille, les Transiliens, une autre famille, c'est les TER, voilà, donc là c'est plutôt la province, et bien les TER, ils ont déplacé, sur l'ensemble de l'année, 378 millions de voyageurs. Pour ça, ils ont 2,3 millions de TER sur l'année 2023. Après, l'autre famille, qui est une famille un peu plus petite, c'est ce qu'on appelle les trains intercités. En ancien France, c'est les corails, voilà, les trains de nuit, ça c'est les trains intercités. L'autorité organisatrice, c'est l'État, c'est pas les régions. Et bien là, il y a eu 11 millions de voyageurs en 2023, avec un petit peu moins de trains intercités, 26 000 trains intercités. Et quand vous prenez la dernière famille des trains de voyageurs, qui sont les trains, les TGV, voilà, il y a eu, quand vous prenez le nombre de voyageurs, ce qu'on appelle domestiques, alors c'est bizarre ce nom, mais bon, c'est l'expression utilisée, donc les voyageurs en France, voilà, c'est TGV domestique. Et si vous rajoutez aux TGV internationaux, donc quand vous prenez l'ensemble des voyageurs TGV en France, vous avez 250 000 TGV en une année, c'est bien, hein, 250 000 de TGV en France et en international. Donc l'international, c'est les Paris-Milan, Paris-Barcelone, y compris les Eurostars, qui ont déplacé 152 millions de voyageurs. Voilà. Donc quand vous additionnez tout ça, ça vous fait 4 millions de trains, la SNCF, pas mal, hein, 4 millions de trains en 2023, voilà, qui ont déplacé 1,3 milliard de voyageurs. On n'est plus dans le million, on est dans le milliard de voyageurs, 1,3 milliard de voyageurs.
Voilà, 0 accident. D'ailleurs, au passage, dans les 1,3 milliard de voyageurs, il y a eu 2 décès, 2 morts. Voilà. 2 décès. Tu as transporté 1,3 milliard de voyageurs, 2 décès. Hein. Enfin, il n'y a aucun transport. Je ne vous parle pas de la route. Hein. La route, c'est 3000 morts. Voilà. Donc, et ce 1,3 milliard de voyageurs, pour que les gens ils comprennent bien un peu ce que ça fait, si vous ramenez à la population française, donc 68 millions de Français, ben c'est comme si tous les Français avaient pris au moins un train SNCF 19 fois dans l'année. Dans l'année, ouais. Donc, voilà, quand on dit que la France est un pays du train, où les voyageurs prennent le train, c'est-à-dire que cette conférence de financement, c'est pas peanuts. C'est pas quelque chose qui va concerner 3 Gugus, 3 Péloy. Non, non. C'est quelque chose où les choix qui vont être pris, si c'est des mauvais choix, en gros, si on fait le choix de la voiture, on ne fait pas le choix du train, enfin, ça a des conséquences concrètes pour 1,3 milliard de gens, voilà, qui prennent le train, certains une fois dans l'année, certains ne le prennent pas, certains tous les jours, certains plusieurs fois par jour. Donc, c'est pas de la fuite de pont, ça aura des conséquences concrètes sur des millions de personnes. Voilà, c'est bien de voir, parce que quand on parle de la conférence, c'est bien de voir qu'est-ce que le train pèse en France. Ouais, c'est ça, c'est pas du tout anecdotique et c'est pas quelque chose qui concerne une minorité de Français, quoi. Comme tu dis, un Français prend 19 fois le train dans l'année en moyenne et pour le coup, c'est loin d'être anecdotique. Alors, on a entendu le PDG de la SNCF ces derniers temps qui nous parle, enfin, il nous alerte sur un effondrement irréversible dès 2028, un effondrement des infrastructures. Donc, ça veut dire plus la possibilité de faire circuler des trains autant en quantité, mais aussi du point de vue sécurité. Hein. C'est carrément l'aspect sécurité aussi que ça concerne. Et puis donc, pour toi, Fabien, un effondrement irréversible, ça évoque quoi ? Ça concerne que les petites lignes, ça concerne quoi en fait cet effondrement ? Alors, il faut bien prendre conscience de ce qui est dit. C'est-à-dire que c'est le patron de la SNCF, pas Sudrail, hein. Patron de la SNCF, il parle effondrement irréversible. C'est-à-dire que tu ne peux pas revenir en arrière, à moins de mettre des investissements de dingue, de la qualité de service. Voilà. Et il dit cet effondrement irréversible, si on ne veut pas à partir de 2028, alors pas tout de suite, mais 2028 dans ferroviaire, c'est le temps long, hein, donc les investissements, c'est maintenant. Si on ne met pas 1 milliard d'euros supplémentaires sur la table à partir de 2028... Par an. Par an. Oui, tu as raison. Par an. Eh ben, on aura cet effondrement irréversible de 4000 km de ligne à partir de 2028. Et il va même plus loin. Il dit, si on ne le fait pas à partir de 2038, donc un petit peu plus long, hein, on est dans l'ordre de 15 ans, mais 15 ans, finalement, c'est quand même, dans le ferroviaire, c'est quelque chose qui est à portée de main. Eh bien, ça ne serait pas 4000 km de ligne, mais 10 000. Ça veut dire quoi, un effondrement irréversible de la qualité de service ? Ben, ça veut dire des trains en retard. Les gens vont me dire, oui, mais les trains sont déjà en retard, il y a déjà des problèmes. Non, non, non. Non, non. Quand on parle d'effondrement irréversible, aujourd'hui, la régularité globale des trains de la SNCF, on est de l'ordre de 90% des trains qui sont à l'heure. C'est-à-dire sur 10 trains, tu en as 9 qui sont à l'heure. Bon, voilà. Alors, ça veut dire un de trop qui est en retard. Évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous avez à peu près 15 000 trains par jour. Donc, voilà, quand vous avez 10% des 15 000 trains, bah, ça fait 1500 trains qui peuvent être en retard. Voilà, donc effectivement, c'est beaucoup. Mais là, quand vous êtes dans l'effondrement irréversible, bah, c'est un peu ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont ? Pour les trains grandes lignes, bah, ce n'est pas 90% de régularité, mais 60% de régularité. Ça veut dire que sur 10 trains, il y en a 4 qui sont en retard. Voilà. Et ça, c'est le danger, c'est ce qui nous guette. Alors, que fait la SNCF pour ne pas tomber là-dedans ? C'est pour ça que je mettrai un bémol sur la sécurité. Bah, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle abaisse la vitesse. C'est-à-dire, si vous ne faites pas les travaux pour que ça soit sécuritaire, eh ben, vous abaissez la vitesse. Donc moins de trains. Donc, bah, en tout cas, des trains qui sont programmés en retard. C'est-à-dire que vous programmez le fait qu'ils soient déjà en retard, parce que si vous abaissez la vitesse par rapport à la vitesse initiale, voilà, ça veut dire, bon, enfin, ça va vous pourrir la vie. C'est-à-dire que les gens, ils pensent que prendre les trains en Ile-de-France, c'est compliqué, vous avez des retards et tout. Bon, bah là, quand vous avez un effondrement irréversible, bah là, c'est vraiment la galère. Voilà. Donc, il y a besoin de ce milliard. Le problème, c'est que, bon, c'est là où alors nous, on est assez d'accord avec Farandou lorsqu'il parle de ces termes. On regrette juste qu'en décembre 2024, quand les 4 organisations syndicales représentatives
sont partis en grève, alors sur les histoires de filiales, mais il y a aussi sur l'histoire du financement du système ferroviaire, là, la direction et Jean-Pierre Farandou n'a pas parlé d'effondrement irréversible. C'est-à-dire que nous, il y a 6 mois, on disait « Ouh, attention, il y a un danger dans le financement du ferroviaire ». Alors, on n'avait pas utilisé le mot effondrement irréversible, mais c'était un peu ça. Bon, on regrette qu'au mois de décembre, il ne fallait pas faire grève. 6 mois après, on parle. Mais ça, c'était... Bon, c'est obligé que je mette une petite cartouche quand même. Après, la deuxième cartouche que je vais mettre, c'est que ce milliard, il y en a besoin sur le réseau structurant. Alors, réseau structurant, en gros, il y a 28 000 km de voies de chemin de fer en France. D'accord. Le réseau structurant, c'est 17 000. Donc... Mais pourquoi on dit qu'il est structurant? En gros, vous enlevez les petites lignes, quoi. Structurant, c'est l'étoile, c'est là où il y a le plus de trains. Voilà, je considère qu'il est structurant parce que c'est là où il y a le plus de trains. Mais c'est pas parce qu'il y a moins de trains que c'est pas... c'est structurant pour la vie des gens où il n'y a pas beaucoup de trains. Ouais, voilà. Donc c'est toujours un peu bizarre comme terme, mais voilà. Donc, ce milliard, c'est pour maintenir le réseau structurant. Donc, c'est pour maintenir 17 000 km sur 28 000. Mais alors, les 9 000 km qui restent, ça, c'est les petites lignes. Voilà. Et donc, il n'a même pas la conception de dire, non, finalement, c'est pas 1 milliard, mais ce serait peut-être 2. C'est-à-dire que si on veut qu'il n'y ait pas un effondrement irréversible du système ferroviaire dans son ensemble, c'est-à-dire y compris avec les petites lignes, c'est pas 1 milliard qu'il faut à partir de 2028, mais c'est au moins 2. Voilà. Et c'est un des enjeux, justement, de cette conférence. Et nous, c'est ce qu'on va essayer d'apporter. Oui, parce qu'en gros, il y a le focus qui est fait sur les 17 000 km de ligne. Pourquoi? Parce que c'est le réseau structurant. Il me semble que ça fait circuler plus de 90% des trains. Oui, c'est vrai. On se dit qu'on laisse à l'abandon les petites lignes qui font circuler beaucoup moins de trains et que, vu l'urgence, on va se focaliser sur le réseau où il y a le plus besoin de faire circuler des trains. Alors, avant de passer en revue les points abordés lors de la conférence de financement, donc juste pour expliquer que cette conférence de financement, elle se décline en 4 ateliers. Donc, chaque atelier a fait l'objet d'une étude par le ministère des Transports. Et on retrouve donc dans ces ateliers le modèle économique des autorités organisatrices qu'on appelle également de mobilité, qu'on appelle également les AOM, et des services express régionaux métropolitains, plus communément appelés les SERM. Il y a un deuxième atelier qui concerne l'avenir des infrastructures routières. On a un troisième atelier qui concerne l'infrastructure et les services de voyageurs. Et on a aussi un atelier qui concerne le report modal des transports des marchandises. Ces 4 ateliers, le gouvernement donc, fait des propositions pour chaque thématique. Il a fait des propositions que tu as pu décortiquer, du coup, Fabien. Et toi, quand tu regardes... quand tu scrutes un petit peu les réponses qui ont été faites, qu'est-ce que ça évoque pour toi, ces propositions, notamment en ce qui concerne le modèle économique des infrastructures ferroviaires et des autorités organisatrices. Et moi, j'ai entendu parler, par exemple, dans le cadre de ces ateliers, d'une taxe sur le prix des billets pour financer les infrastructures. Ça résonne comment en toi, justement, cette taxe sur les billets? Oui, on voit, ils statent, ils cherchent, ils font sortir des trucs. Alors, dans ces documents, c'est des documents de travail qui sont faits par le ministère. C'est pas Sudrail, ça c'est le ministère. On sent qu'il y a des propositions qui sont faites. Alors, c'est pas des propositions à affirmer tout ça, mais il y a des pistes de propositions. Et c'est pour ça qu'on a fait un peu cette visio, parce que les propositions, attention danger. Attention danger. Voilà. Si c'est les propositions qui sont retenues, attention danger. Première proposition, alors ça va plaire à beaucoup de monde, c'est l'augmentation du prix des billets de train du quotidien. J'irai après sur les histoires de train de billets TGV. Parce qu'effectivement, les TGV sont chers, mais les trains du quotidien, ils sont réputés pas chers. Qu'est-ce que dit l'étude? Donc ça, c'est pas du Sudrail, c'est l'étude. L'étude, elle dit, pour financer les prix des transports publics du quotidien, donc tout ce qui est les bus, Transdev ou Keolis, tout ce qui est les TER, tout ce qui est les Transiliens, donc tout ce qui est les trains du quotidien ou les transports publics du quotidien, le voyageur, de sa poche, quand il paye, soit son abonnement, soit son billet,
il met 17% de ce que ça coûte. Réellement, 17%. 47%, c'est le versement mobilité. Alors, le versement mobilité, c'est quoi? C'est votre employeur. En fait, quand vous avez un abonnement, vous allez voir et que vous êtes dans des grandes villes, mais c'est le cas de la plupart des grandes villes, vous avez votre employeur qui vous rembourse entre 50 et même certains 75% de votre abonnement. Voilà. Et bien, ce remboursement, quand vous additionnez tout ça, c'est 47% du financement des autorités mobilité, les autorités organisatrices de mobilité. Voilà. Donc, c'est le patron qui paye en gros. Donc, les entreprises financent une partie. Ah oui, la moitié. La moitié. Et ça, c'est une particularité française. C'est pour ça qu'en fait, le voyageur, lui, finance que 17%. Donc, lui, il pense qu'il paye beaucoup. En fait, il ne paye pas beaucoup. En réalité, vous enlevez ce système-là, vous payez, vous doublez, triplez votre pass Navigo. Les gens ils disent « le pass Navigo, c'est cher. » Si vous enlevez le versement mobilité, vous doublez, vous triplez le pass Navigo. Une autre partie, 34%, ça, c'est l'autorité organisatrice. Alors, comment elle fait? Ça, c'est les impôts, c'est le contribuable. Une toute petite partie, c'est l'État, 2%. Et le reste, c'est vous qui payez. Donc là, que dit le rapport? Il dit, regardez, la France, c'est 17%. Donc, le voyageur, il paye 17% des TER, des bus, tout ça. On a regardé la Suisse, il paye 60%. Voilà. Et puis, on a regardé l'Allemagne, il paye 50%. Et puis, on a été voir la Belgique et l'Espagne, ils payent 30%. Donc, regardez, les Français, ils ne payent pas beaucoup, en gros. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? La conclusion logique de tout ça, c'est qu'il faut augmenter le prix des billets de tout ce qui est TER, Transilien, Intercité et les bus. Voilà la première préconisation. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti cette fameuse taxe pour financer l'infrastructure. C'est-à-dire, pour distiller dans la tête des gens, va falloir augmenter le prix des billets. Donc ça, c'est leur première proposition. La première proposition. Augmenter le prix des billets. Et ça, on rappelle, c'est des mesures qui viennent du gouvernement. Ce n'est pas des propositions que fait Sudrail. J'ai entendu parler de la concurrence parmi les propositions qui font. Donc, il s'agirait d'ouvrir à la concurrence pour faire baisser le prix des billets de train. Tout le monde a pu constater que grâce à l'ouverture à la concurrence, les prix des factures d'énergie ont largement baissé. Et puis, on a un exemple qui est vraiment d'actualité, c'est celui des Anglais. Alors, les Anglais, ils ont fait l'expérience de la concurrence pendant 30 ans. Et je vais vous citer ce que la ministre des Transports en Angleterre dit. Donc, je la cite mot pour mot. Donc, elle nous dit que maintenant, les chemins de fer britanniques, du fait de la renationalisation, ils vont plus être gérés dans l'intérêt des actionnaires, mais ils vont être gérés à présent dans l'intérêt des passagers. Donc, ça veut déjà dire que l'ouverture à la concurrence, finalement, c'est plutôt bénéfique aux actionnaires plutôt qu'aux passagers. Là, on ne retrouve pas cet effet, vous aurez plus de trains, ça sera plus confortable, la concurrence, c'est mieux. Ce qu'elle nous dit aussi, cette ministre des Transports anglais, c'est que nous allons dire adieu à 30 ans d'inefficacité et de gaspillage. Alors toi, Fabien, est-ce que tu partages le bilan des Anglais? Je kiffe. C'est en gros, on nous dit la concurrence, le privé, c'est l'efficacité. Les Anglais, ils ont mangé de la concurrence et de la libéralisation pendant 30 ans et te disent, non, l'efficacité, c'est revenir à un système national. Et qu'en fait, le privé, c'est la gabegie, c'est des dépenses inutiles. Parce que, pourquoi ils disent ça, les Anglais? Et ils disent ça, alors, ils privatisent le système ferroviaire anglais en 93, donc on est en 2025. Voilà. Donc, ils ont fait l'expérience, ils ont 30 ans d'expérience. Voilà. A priori, il n'y a pas Internet au cabinet du ministère des Transports, donc ils ne voient pas ce qui se passe en Angleterre, ils ne savent pas. Voilà, ils ne savent pas, voilà. Mais si peut-être qu'on va rétablir la DSL et Internet au ministère des Transports, et ils vont expliquer, voir ce qui s'est passé. Et cette renationalisation, je vais expliquer la renationalisation qu'il va y avoir en Angleterre, c'est pas le fruit d'un délire qui s'est passé en 6 mois. Le gouvernement travaille. Ça fait 10 ans. 10 ans qu'ils renationalisent, et là, il y a une accélération c'est-à-dire qu'ils ont complètement 93, donc la compagnie nationale, elle est privatisée et elle est découpée en 100 compagnies. Donc, elle est fragmentée, découpée. Le système anglais a été balkanisé. Voilà.
c'est pas que la privatisation, ça a été aussi la balkanisation du système ferroviaire anglais. Voilà. Donc, après un certain nombre d'échecs, il y a eu des accidents ferroviaires importants avec des morts. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à renationaliser la gestion du réseau. Voilà. Donc, avec Network Rail, moi je parle assez mal anglais, voilà, Network Rail, qui a été, lui, déjà renationalisé, mais ça n'a pas suffi. Pourquoi? Parce que les compagnies, ceux qui font l'exploitation, c'est-à-dire ceux qui font le train, ils se faisaient du pognon, mais la qualité de service n'était pas là. Et il y a deux raisons, il faut bien s'accrocher, hein, deux raisons qui font qu'ils ont renationalisé le système ferroviaire anglais. Un, c'est que les prix des billets sont trop chers. Ah, c'est bon ça, hein. Voilà. Pourquoi ils renationalisent? Parce que les prix des billets sont trop chers, effectivement. Ils sont beaucoup plus chers en Angleterre qu'en France. Et deux, parce que ça coûte trop cher à l'État anglais, donc aux contribuables. C'est dingue, hein? C'est-à-dire que les deux raisons qu'on nous mange matin, midi et soir, pourquoi il faut libéraliser, ouvrir à la concurrence, privatiser la SNCF, c'est les deux raisons qui font qu'ils renationalisent là-bas. Parce qu'aujourd'hui, quand ils ouvrent à la concurrence, ils disent « Ah, vous allez voir, Trenitalia, pas cher, ça va baisser le prix des billets. » Bah non, ça ne baisse pas les prix des billets en Angleterre, c'est l'inverse. L'inverse, les prix ont augmenté. Et la contribution de l'État, c'est-à-dire la puissance publique, c'est-à-dire le contribuable, paye plus, mais plus d'argent à la poche dans le financement du système ferroviaire lorsque c'était privé que lorsque c'était public. Alors qu'on nous vend exactement la même chose. Et ce qui est intéressant en Angleterre, c'est qu'ils ont fait trois choses. Trois choses hyper importantes. Je vais être un peu technique, mais le ferroviaire, c'est quand même de la technique. Donc, un, ils ont renationalisé. Pour ça, c'est une organisation par étapes. Là-bas, pour aller simple, il y a des franchises. Il y en avait une vingtaine de franchises, c'est à peu près comme les TER. Voilà, une certaine était déjà renationalisée. L'Écosse, ils avaient déjà renationalisé. Les Pays de Galles, ils avaient déjà renationalisé. Et il y avait 2-3 compagnies qui étaient au bord de la faillite et que l'État avait déjà récupérées. Okay. Voilà. Et donc là, ce qu'ils vont faire, ils vont renationaliser. C'est pour ça qu'on va régulièrement reparler de la renationalisation du chemin de fer. C'est qu'à chaque fois que le contrat, soit tu casses le contrat et là l'État paye. Bon, l'État a des pénalités. Donc là, ce qu'il va faire, c'est que l'État, un peu comme les autoroutes en France, ils vont aller au bout du contrat et ils vont récupérer les compagnies. Donc là, cette année de mémoire, je crois qu'il y en a 3. Ils en ont récupéré une au mois de mai. Ouais. Ils vont récupérer une autre au mois d'octobre et une deuxième. Voilà, il y en a 3 cette année. Donc au fur et à mesure, donc la renationalisation, elle va se faire jusqu'en 2028. Voilà, compagnie par compagnie. Donc ça, c'est un côté, c'est-à-dire que tu passes d'une entreprise privée à une entreprise publique et à la fin, tout ou presque sera renationalisé. Il y a 3 choses qui ne seront pas renationalisées. Un, c'est l'équivalent des TGV, mais là-bas, ils n'en ont quasiment pas, hein, à part l'Eurostar. Ils en ont une autre, mais ils sont en train de construire la ligne TGV. Ils galèrent, je ne te raconte pas. Hein, l'Angleterre, hein, l'État, le pays qui a inventé le chemin de fer, hein, il galère à construire une ligne TGV. Hein. Nous, là où en France, on en a 2700 km. Hein, voilà. Donc, les trains, ce qu'on appelle le service librement organisé, donc ça ne sera pas renationalisé, mais en Grande-Bretagne, c'est très marginal. La deuxième activité qui ne sera pas renationalisée, c'est le transport de fret, mais ça aussi, il n'y a pas beaucoup, c'est surtout le routier là-bas. Hein, voilà. Et la troisième activité, c'est la location de matériel. Parce que là, il y a un gros business. Ils n'ont pas voulu, business, Alstom, tout ça, ils n'ont pas voulu toucher au business. C'est-à-dire que là-bas, contrairement à la France, c'est les entreprises qui construisent le matériel et qui ont fait des ROSCO, c'est-à-dire des entreprises qui louent le matériel. Donc toi, tu es l'opérateur ferroviaire, le matériel ne t'appartient pas. En France, il appartient soit aux régions, soit à la SNCF. Bah, là-bas, non. L'opérateur, il loue le matériel, une espèce de leasing. Voilà. Et d'ailleurs, en France, ils veulent faire la même chose. On dit, ah, regardez, bah oui, il y a du pognon à se faire là-bas. Donc ça, ils ne renationalisent pas. Mais par contre, tout le reste, ils renationalisent. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième étape, et là, je me marre. Si vous... Non, mais moi, j'adore. Hein. Ferroviaire, j'adore. Là, ils arrêtent la concurrence. Ils arrêtent la concurrence. Hein. C'est pas que la renationalisation. Hein. C'est l'arrêt de la concurrence. C'est-à-dire que l'équivalent... Là-bas, donc les franchises, donc l'équivalent des trains du quotidien, tout ce qui est TER, l'équivalent des TER, Transilien, bon là-bas c'est imbriqué, hein, c'est pas découpé comme chez nous. Plus de concurrence. On arrête la concurrence. On a goûté 30 ans, c'est plus cher, ça coûte cher, voilà, plus de concurrence. Donc renationalisation, fin de la concurrence. Et troisième chose, qui est plus technique, c'est réunification du système. Voilà. Alors réunification du système, ça veut dire quoi? D'abord,
tu vas passer, tu avais une cinquantaine de sociétés, ben, tu n'en auras plus qu'une. Je vais essayer de la dire. C'est Great British Railway, voilà, qui est en train d'être créée. C'est l'équivalent de la SNCF. C'est une nouvelle compagnie publique, Great British Railway. Et ben, tout va être bouffé par GBR. Voilà, je vais dire ça, c'est plus simple. Et GBR, il va notamment faire ce que nous, on réclame depuis des années. Les premières mesures d'ouverture à la concurrence, ça a été quoi? Ça a été séparer l'infrastructure, c'est-à-dire le rail, de l'exploitation, c'est-à-dire le train. C'est logique, parce que si tu veux qu'il y ait plusieurs compagnies qui fassent la concurrence sur le même rail, il fallait bien séparer les deux, au moins séparer les comptes. Ça, c'est une aberration. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que moi, je le dis souvent, il y a un lien étroit entre le rail et le train. Moi, je suis conducteur de train. Le conducteur de train ne conduit pas un train. C'est l'aiguilleur qui conduit le train, qui trace l'itinéraire, qui dit que tu vas à droite, qui dit que tu vas à gauche. C'est l'aiguilleur. Et l'aiguilleur, lui, il est infra. Et le conducteur, lui, l'exploitation. Voilà. Donc, il suffit, quand tu as compris cette logique du ferroviaire, tu as compris que tu ne peux pas séparer les deux. Parce que si tu sépares, ce n'est pas les mêmes boîtes, tu n'as pas les mêmes liens, c'est le bordel, j'en passe et des meilleurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Les Anglais, ils disent, tout ça, ça ne marche pas, on va refusionner l'infrastructure de l'exploitation. Donc, ils renationalisent, ils arrêtent la concurrence et ils font un système intégré. Comme les Suisses. Les Suisses, ils ont un système intégré et ça marche. Voilà ce que font les Anglais. Donc, la préconisation qui consiste à dire on va ouvrir à la concurrence en France, parce que c'est ça qui est dingue, c'est que nous, au moment où les Anglais renationalisent, nous, on va tout privatiser, découper, ce que nous, on appelle une balkanisation du système ferroviaire avec différents petits lots. On va avoir, Sudrail, on a fait le calcul, on aura à peu près 50 à 60 PME du rail, voilà, pour s'occuper de l'exploitation du système ferroviaire et faire face aux enjeux climatiques. Autant vous dire que cela ne marchera pas. Donc les Anglais, ils avaient 30 ou 40 ans de retard dans le ferroviaire, à tel point qu'ils n'arrivaient plus à faire des lignes TGV. Là, ils vont prendre 30 ou 40 ans d'avance sur tous les autres pays qui font du ferroviaire. Ouais. Moi, c'est impossible de coordonner tout ça de manière efficace, quoi. Alors, il y a une autre proposition qui ressort toujours donc du rapport du gouvernement sur le transport ferroviaire, c'est de fermer les petites lignes. Alors, donc, ça veut dire qu'on laisse de côté toute une partie du territoire et qu'on estime que ce sont des personnes qui n'auront plus accès au train et que, voilà, on ne prend pas en compte du tout l'aménagement du territoire. Voilà, donc ça, c'est une des préconisations qui est faite. Alors, c'est pas brut comme ça, mais ils mettent ce qu'ils appellent, c'est le domaine de pertinence. En fait, ce qu'ils disent, c'est que sur les... Alors, on n'appelle plus ça petites lignes, on appelle ça des lignes de desserte fine du territoire. Mais bon, c'est les petites lignes, tout simplement. C'est juste du verbiage. Eux, ce qu'ils disent, c'est que sur les lignes où il y a plus de 16 TER, 16 trains par jour aller-retour, il y a de la pertinence. Sur les lignes où il y a moins de 16 TER par jour, il n'y a pas de pertinence à avoir le train. Il faut remplacer par des cars express. Sauf que les TER, les lignes où il y a moins de 16 trains par jour, c'est 5500 km de ligne sur un réseau de 28 000. Donc, c'est pas rien. On risque, si on ne fait rien, d'assister en 2025-2026, en pleine crise climatique, en plein moment où il y a une prise de conscience, comme quoi il faut que la pollution est responsable du réchauffement climatique, le réchauffement climatique est responsable de catastrophes naturelles, les inondations, les fortes chaleurs, les incendies, la pollution, les gens qui meurent. Voilà. Au moment où justement on devrait mettre le paquet pour que les gens ils quittent la voiture, ils prennent le train, mais si on veut que les gens ils prennent le train, il faut qu'il y ait une qualité de service, et surtout il ne faut pas fermer les lignes. Au moment où il y a l'urgence climatique devant nous, on risque de fermer 5000 km de petites lignes. 5000 km qui sont des lignes de vie, parce qu'en dehors du report modal, cette ligne-là, quand elle s'arrête dans un certain nombre de départements où il y a déjà le service public a complètement démissionné, où le service public a complètement disparu, il reste encore une gare. Et les gares, d'ailleurs, souvent, les gens qui habitent là-bas, moi j'avais été à Clamecy, un rassemblement, ils appellent ça des lignes de vie. Parce que les gens
les citoyens qui habitent, y compris ceux qui ne prennent pas forcément le train, mais qui savent que voilà, il y a la gare, il y a le train. Et le train, ça apporte de l'activité, ça apporte des touristes, ça permet aussi aux personnes de se déplacer, qui n'ont pas besoin. Bon, voilà. À ce moment-là, on risque de fermer 5000 km de ligne. C'est une véritable aberration. Ouais, ça va à l'encontre. En fait, c'est le moment où justement on devrait inciter les gens à se reporter sur le train, qui est le mode de transport qui émet le moins de CO2. À ce moment-là, on se dit qu'on ferme les lignes. C'est vrai que ça semble complètement aberrant. Alors, il y a un autre point aussi qui ressort dans le rapport sur les infrastructures et le service ferroviaire de voyageurs, c'est le partenariat public-privé. Alors ça, moi, je ne vois pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le partenariat public-privé? Alors les PPP, partenariat public-privé, c'est en gros, ils disent, en fait, il faut que le privé injecte de l'argent pour financer des réseaux. Bon, sur l'idée, ça paraît bien. Donc du coup, le public a besoin de moins payer. Ok. Sauf qu'à la fin, c'est plus cher et que de toute façon, tu payes quand même. Parce qu'il y a des expériences aujourd'hui de partenariat public-privé. Il y en a une qui existe, c'est ceux qui ont construit la ligne à grande vitesse. Voilà, petite pause technique, pour qu'un TGV il aille à 300 km/h, il ne peut pas aller à 300 km/h sur ligne classique, il est obligé de rouler sur ligne à grande vitesse. Voilà. Sauf que ces lignes à grande vitesse, ça coûte très très cher. Plusieurs millions d'euros. Voilà. Donc du coup, ils ont demandé à Vinci de construire la ligne et de financer une partie. Et en échange, ils ont une concession pendant 50 ans, un peu comme les autoroutes. Donc Vinci dit « Ok, moi je paye, mais par contre, je veux retour sur investissement. » Et c'est quoi le retour sur investissement? C'est les péages. Les fameux péages qu'on peut aller partir d'un point A à un point B. Vous voyez votre train, il paye des péages. Je vous donne dans le mille, là où les péages... Alors les péages sont très chers en France, notamment sur les TGV. Mais là où ils sont le plus chers, c'est dans les partenariats public-privé. Les malins, eux, ils sont prêts à mettre de l'argent, mais par contre, à chaque fois que ton TGV y passe, c'est le jackpot. Ouais. Ce qui fait que sur la ligne Paris-Bordeaux, qui est une ligne blindée au maximum, autant que les voyageurs ils disent nous, on veut un maximum de TGV. Les TGV, aucun n'est rentable. Tellement le péage. Les TGV, les péages sont tellement élevés, Vinci se sucre tellement que tu peux avoir un TGV à double étage ras la gueule, avec des prix des billets chers, ton TGV, il perd de l'argent. Tellement Vinci, allez hop, t'es passé 6 mois, tchac. C'est ça les partenariats public-privé. Alors effectivement, ils vont mettre 100, 200, en plus ils mettent pas beaucoup, 200 millions d'euros sur la table, mais eux, pendant 50 ans, ils vont se sucrer. Et l'exemple du Paris-Bordeaux est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, les gens, ils gueulent. Alors, que fait même la SNCF, d'ailleurs? Elle ne fait pas trop de TGV. Parce que plus elle en fait, plus elle perd de l'argent. Alors, il y en a toujours un ou deux qui gagnent un petit peu d'argent le vendredi, le samedi, où là, il est ras la gueule. Et puis, en plus, il est très, 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 très cher. Mais tous les autres, où ils sont ras la gueule et ils sont chers, eux, ils perdent du pognon. À cause de qui? À cause de Vinci, qui, eux, se sucrent. Donc, il ne faut pas rentrer. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on a fait exactement les mêmes erreurs avec les autoroutes. Voilà, on a privatisé une concession avec Vinci, d'ailleurs, ils ont compris le système. Et du coup, tout le monde gueule lorsque tu prends les autoroutes parce que c'est cher. Voilà, donc au moment 1, tu te fais un petit peu d'argent, mais pendant 30, 40 ou 50 ans, tu regrettes ta prise de décision. Et c'est hélas une des propositions qui est sur la table pour financer le système ferroviaire. Ouais, c'est pour ça que tu tenais à alerter justement sur ce qui est en train de se passer dans le cadre de la conférence. Il y a aussi, on entend souvent, parce qu'actuellement, comment l'infrastructure est financée. En gros, comment les rails sont entretenus, comment les gares sont entretenues. Parce que moi, j'entends que la SNCF, elle fait énormément de bénéfices, mais j'entends aussi qu'elle doit reverser une partie de ses bénéfices, donc de ses dividendes, au fonds concours. Et ce fonds concours, en gros, comment ça marche? C'est quoi? Pourquoi il y a cette spécificité en France? Si tu peux nous expliquer ça, Fabien. Ok, alors le fonds de concours. Il faut quand même un petit point sur ce fonds de concours parce que c'est une particularité française. C'est-à-dire, la France a deux particularités. Elle a un réseau avec des péages qui sont chers et puis en plus, on a un système où en gros, on demande à la compagnie ferroviaire
de financer son réseau. Voilà. Alors les gens pourraient dire, bah, c'est logique. Bah non, c'est pas du tout logique. Pourquoi c'est pas logique? Parce que le réseau, il appartient pas à la SNCF, il appartient à l'État. Comme les routes, elles appartiennent à l'État. Voilà. C'est un bien collectif qui n'appartient pas à la SNCF. Voilà. Sauf que l'État, il n'a pas envie de financer les routes. Et il n'a pas envie de financer le rail. Donc qu'est-ce qu'il fait? Un, il augmente les prix des péages. Et deux, il a créé un système, une espèce d'impôt, où en gros, tu prends sur les bénéfices de la SNCF pour financer un réseau qui n'appartient pas à la SNCF mais à l'État, mais qui en plus est ouvert à tout le monde. C'est un peu comme si tu avais une colocation et que le propriétaire demandait à un des colocataires de financer les travaux de l'appartement. Tu diras, mais où ça existe cette situation? Bah, ça existe en France. Voilà. C'est-à-dire que c'est la SNCF. Alors, comment fait la SNCF pour financer ce fonds concours? Bah, elle fait beaucoup de bénéfices. Alors, quelquefois d'ailleurs, il demande, et quand je parle de ce fonds concours, hein, j'ai regardé entre 2016 et 2025, donc sur 10 ans, 6,6 milliards de fonds concours. Ça, c'est pas 50 millions d'euros, hein, c'est 6,6 milliards de financement de fonds concours. Donc la SNCF a payé pour financer un réseau qui ne lui appartient pas et qui tous les jours, Trenitalia, Renfe, il passe. Super, hein, merci la SNCF. Hein. Ciao. Hein. C'est quoi, c'est 60% de son bénéfice à peu près? Alors, ils ont donné la règle des 60%, mais même pas, parce que en 2023, on a fait 1,3 milliard de bénéfices, ils ont fait 1,7 milliard de taxes de fonds concours. C'est-à-dire qu'ils ont fait plus, ils ont pris plus que les bénéfices. Donc, ils avaient vaguement pris la règle des 60%, mais même cette règle des 60% n'est pas respectée. C'est juste que chaque année, l'État estime qu'il lui faut les 1,5 milliard. Bon, bah, vu que Trenitalia gagne pas d'argent, ils en perdent. Et quand bien même, si le peu de bénéfices, peut-être un jour ils feront, bah, l'intégralité, l'État leur taxerait, bah, il dirait arrivederci, il rentrerait en Italie. Donc, bah, que fait l'État? Il fait une taxe spécifique que pour la SNCF, pas pour les autres, qui finance le réseau de tout le monde. Et ça, effectivement, c'est un système qu'on trouve bah, qui est complètement injuste. Mais il y a aussi des histoires de TGV d'aménagement du territoire. Oui, parce qu'actuellement, les TGV, alors on dit que du TGV qu'il y a des desserts qui ne sont pas rentables. C'est-à-dire que le TGV fait des arrêts dans des gares où finalement il y a trop peu de personnes qui montent et descendent et que ça fait perdre du temps sur le trajet du TGV et que du coup, bah, vous connaissez le modèle de notre société, le temps c'est de l'argent. Donc il y a des TGV qui ne sont pas rentables. Et les concurrents, eux, j'ai pas l'impression qu'ils se positionnent sur les lignes qui sont pas rentables ou tout au moins sur les TGV qui sont pas rentables. Est-ce que tu peux nous faire un point là-dessus, justement? Comment les concurrents se positionnent par rapport au TGV et quelles problématiques ça va amener derrière pour les gens qui habitent dans des villes, entre guillemets, non rentables pour le transport ferroviaire? Alors, le TGV en France, je précise bien la France parce que dans d'autres pays, c'est pas pareil. Il a été fait, et c'est plutôt une bonne chose, avec une logique d'aménagement du territoire. C'est-à-dire quoi? Voilà. Ça veut dire quoi, la logique d'aménagement du territoire? C'est-à-dire que quand il dessert une gare, il perd du pognon. TGV, et aujourd'hui, il y a 198 gares desservies par un TGV. Il y en a 66 qui gagnent de l'argent, beaucoup d'argent. 66, bah, ils ni gagnent ni perdent, et 66 qui perdent de l'argent. Bon, avec une logique de service public, de monopole, pas ouvert à la concurrence, enfin l'ancien franc, auquel nous, on trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Bon, bah, tout ça, il y avait une péréquation, c'est-à-dire que les TGV rentables, les gares rentables finançaient celles qui ne l'étaient pas. Ouais. Voilà. Problème, tout va la concurrence. Les petits malins, la concurrence, eux, ils vont pas faire desservir les lignes TGV qui perdent de l'argent. Eux, ils vont uniquement sur Paris-Lyon, Paris-Lyon-Marseille, et le reste de ces gares, bah, on va demander à Con SNCF de les desservir. Et donc la direction de la SNCF, elle commence à dire ce que Sudrail dit depuis un certain nombre d'années, il dit bah, il y a un problème, c'est-à-dire dans un marché complètement ouvert, un marché qui n'est pas subventionné. TGV, ce n'est pas subventionné. Les ressources publiques dans le TGV, c'est 2%. Voilà. C'est rien du tout. 2%, c'est quoi? Il y a 2 conventions avec la région de France et la région de Bretagne qui financent des TGV. Bretagne, pour aller au-delà de Rennes, ils vont jusqu'à Brest. Mais même malgré la convention, la SNCF perd de l'argent sur cette convention. C'est-à-dire, il y a des subventions publiques, mais qui ne remboursent pas à 100%. Voilà. Donc là, quand c'est un opérateur public, bah, il fait. Et la boîte privée, Proxima, il ne va pas le faire. Hein.
lui, il va faire du Paris-Rennes, hein, il ne va pas aller au-delà de Rennes. Hein. Voilà, allez, Vannes, sympa, hein, prenez votre TGV jusqu'à Vannes. J'étais au marché de Vannes, c'est génial, hein, Vannes. Hein. Ah bah, après Rennes, la SNCF, il perd du pognon. Voilà. Donc quand c'est la SNCF, bah, elle le fait, mais quand c'est la boîte privée, elle ne le fera pas. Mais ça va poser un souci. Donc aujourd'hui, la direction de la SNCF, il faut trouver un système, un moyen pour obliger, tordre le bras des opérateurs privés pour que justement, ils puissent desservir les gares non rentables, parce qu'autrement, il va y avoir un déséquilibre. C'est-à-dire que, un peu comme si c'est passé dans la plupart des secteurs des télécoms, de la poste, où la concurrence, ils ont été que sur les marchés rentables. L'opérateur historique, lui, faisait tout, parce qu'il faisait et du rentable et du non rentable. Et après, bah, au bout d'un moment, les mecs, ils arrivent, bah, attendez, vous perdez du pognon, vous êtes inefficace. Bah ouais, con. Moi, je desserre des gares qui sont non rentables. Alors que toi, tu passes à 300, tu t'arrêtes même pas. Voilà, c'est ça le problème. Et c'est un des enjeux, justement, de cette discussion. Il faut trouver un mécanisme, un levier pour dire, bah, si vous voulez venir sur le marché français, eh ben, il va falloir faire des TGV d'aménagement du territoire, parce que le TGV a été conçu en France pour faire de l'aménagement du territoire. Ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Quand vous prenez l'Allemagne, le TGV ne fait pas d'aménagement du territoire. C'est le cas de la France. Et dans ce cas-là, il va falloir trouver des subventions publiques. Mais alors, ça serait marrant, parce que vous ouvrez à la concurrence un système ferroviaire pour faire baisser les coûts, et on va se rendre compte que ça risque de coûter plus cher aux contribuables. Mais bon, ça, c'est exactement ce qui s'est passé en Angleterre. Alors, tout ça, c'était pour le transport de voyageurs. Maintenant, on va parler du transport de marchandises. Et puis là, on peut faire un point dessus, parce que pour le coup, on a du recul par rapport à l'ouverture à la concurrence du transport de marchandises, puisqu'il est ouvert depuis le début des années 2000. Et est-ce que tu peux nous faire un point là-dessus, justement, sur le transport de marchandises? Qu'est-ce que ça a apporté, l'ouverture à la concurrence? Alors, après avoir parlé des trains de voyageurs, il y a les marchandises, les trains de marchandises et les trains de fret. Voilà. Donc, l'ouverture à la concurrence est théorique en 2003 en France et pratique en 2006. C'est-à-dire qu'entre 2003 et 2006, c'était ouvert à la concurrence, mais il n'y avait pas de concurrent. Voilà. Et en 2003, j'ai regardé les chiffres, la part modale. Donc, la part modale, c'est-à-dire la part des marchandises transportées par le train. C'est 13%. Voilà. Là, c'était déjà pas beaucoup. Aujourd'hui, 20 ans après, en 2023, c'est 8,6%. C'est-à-dire que quand c'était le monopole de la SNCF, il y avait plus de marchandises transportées par le train et moins par la route. Si vous prenez les milliards de tonnes kilomètres, c'est-à-dire le volume de marchandises transportées par les trains. 2003, 48 milliards de tonnes kilomètres. 2023, 29 000. Voilà. 29 000, excuse-moi, 29, je vais faire Krasuki, 29 milliards de tonnes kilomètres. C'est-à-dire qu'il y a moins de tonnes de marchandises transportées en 2023 après l'ouverture à la concurrence. Vous allez voir ce que vous allez voir, le privé, il va challenger la SNCF. Voilà. Après nous avoir ouvert les yeux, vendu du rêve, voilà, eh ben, 20 ans après, moins de marchandises transportées par les trains. Et c'est là où c'est trop long, en 2003, les subventions publiques pour financer le fret ferroviaire, c'est 0 €. Et oui, parce qu'en 2003, qui finançait le fret ferroviaire? C'était le TGV. Parce que tu avais une entreprise publique avec des mécanismes de péréquation, et c'est vrai que le TGV finançait les lignes TGV non rentables, mais il finançait aussi le fret. Voilà comment, par ce mécanisme-là. Ouais, ça se fait. Maintenant, c'est plus possible. Donc, il y a, accroche-toi bien, en 2023, 281 millions de subventions publiques, donc l'État, donc le contribuable, pour aider le fret ferroviaire. C'est-à-dire que pour moins de marchandises transportées, il y a plus de subventions publiques. Bravo. Bravo l'efficacité. C'est-à-dire que moi, c'est ça qui me rend dingue, c'est qu'on pourrait prendre exemple par exemple, chiffre après chiffre, à chaque fois qu'il y a eu l'ouverture à la concurrence dans le système ferroviaire, que ça a été dans le fret, que ça a été en Angleterre, et même dans les autres pays, en Allemagne, où aujourd'hui, rappelez-vous 2018, le modèle allemand, ça va hyper bien marcher, réforme de 2018, c'est la réforme
du modèle allemand. Il faut faire. Et aujourd'hui, modèle allemand, paf, il s'écroule. Voilà. Et donc, on se rend compte que ça n'a pas, non seulement ça n'a pas apporté, mais ça a même dégradé. C'est-à-dire que le contribuable paye plus pour transporter moins de marchandises. Enfin, c'est un truc de dingue. Et par ailleurs, en 2023, il y a eu un truc important. Il y a eu ce qu'on appelle la discontinuité et la liquidation de fret SNCF. C'est-à-dire que non seulement on a ouvert à la concurrence, mais en plus on a handicapé l'opérateur de fret public, qui était fret SNCF, à tel point qu'on lui a demandé justement de supprimer des postes, 500 postes sur 5000. On lui a demandé que les trains, qui sont les trains combinés, qui étaient les trains qui rapportaient un peu d'argent, de les donner, de s'en séparer, de les donner au privé, cadeau. Enfin, c'est un truc de dingue. Et de plus pouvoir se positionner dessus. De plus pouvoir faire de trains combinés pendant 10 ans. C'est-à-dire que tout est fait pour tchoukoum, bouffer le pognon de l'entreprise publique, aider la boîte privée. Je te donne les marchés. En fait, les trains combinés, c'est comme si on disait, la SNCF, vous pouvez continuer à faire du TGV. Par contre, vous n'avez plus le droit à faire du Paris-Lyon. Paris-Lyon, c'est la poule aux œufs d'or, c'est ce qui rapporte le plus. Donc, tu as le droit de faire du TGV, tu peux aller à Dijon, là où ça te coûte du pognon. Mais par contre, le Paris-Lyon, on va te demander de garder ça pour le privé. Enfin, c'est un truc de dingue. Alors, ils ont dit oui, mais c'est parce que l'État aide illégale de l'État à fret SNCF. Non, c'est pas l'État qui aide fret SNCF. C'est la SNCF, c'est le groupe SNCF, et notamment le TGV, qui est aidé par un système de péréquation. C'est-à-dire que c'était un système on ne peut plus normal. Ce n'était pas l'État, ce n'était pas le contribuable qui aidait fret SNCF. Par contre, le contribuable aujourd'hui, il aide le système ferroviaire de marchandises, et notamment les boîtes privées, il y a coût de millions d'euros tous les ans. Et puis en plus, sur le transport de marchandises, comme tu dis, si le nombre de volumes transportés actuellement par le fret ferroviaire a baissé, on est tous conscients que la consommation n'a pas baissé et qu'il y a de plus en plus de marchandises qui sont transportées. Et comment elles sont transportées, ces marchandises? On se rend bien compte que c'est plutôt le camion, parce qu'on voit quand même les camions, eux, qui se multiplient sur les routes avec tous les désagréments que ça a. Et toujours dans le cadre des préconisations qui sont faites par le gouvernement, on entend qu'il faut verdir le transport routier, notamment avec des bornes, changer le mode de traction. Pourquoi il y a cet intérêt aussi? C'est que la France, elle a signé des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et ça passe, il y a beaucoup de gaz à émissions de serre qui sont dus au transport par route. Et toi, justement, qu'est-ce que tu en penses du transport routier? Est-ce que tu penses globalement que c'est un domaine qu'on mériterait de développer plus? Il n'y a pas d'inconvénient dans le transport routier, c'est que du bénéfice, c'est ça? Alors là, ce qu'ils disent dans le document, je ne sais plus, il est là, c'est sur le développement des trains de... Infrastructure routière. Voilà, report modal et transport de marchandises. Pour moi, là je crois que ça a été le pompon, celui-là. Report modal, transport de marchandises, on doit se dire, c'est quoi les leviers pour développer les trains de marchandises? Non. Non. Là-dedans, on faut verdir le parc de camions. Donc, on va passer aux camions électriques. Aujourd'hui, la part, il n'y a rien sur le ferroviaire, pas une mesure. C'est camions électriques. La part des camions électriques dans le parc national, c'est 0,2%. Voilà, peanuts. Voilà. Demain, c'est-à-dire en 2030, ils veulent qu'il y ait 12% des camions qui soient des camions électriques. Alors, ils ont conscience d'un truc, c'est qu'un tracteur, donc la remorque, c'est celui qui est le tracteur, c'est votre camion. Le tracteur thermique, donc diesel généralement, parce que tout ça roule au diesel, ça coûte 110 000 euros. Voilà, un seul camion. Un camion électrique, c'est 350 000 euros. C'est-à-dire quasiment 3 fois et demi plus cher. Donc là, ils disent, pas de problème, on subventionne. Ah là, ça pose pas de problème. Là, il y aura du pognon pour aider les compagnies, les géodis, à verdir leur parc. Voilà, à coups de millions d'argent public. Le problème, c'est quand tu as ton beau camion électrique, si tu n'as pas de borne de recharge, alors déjà, c'est des galères sur les bornes de recharge avec les voitures. En plus, là, avec les camions, c'est des bornes de recharge spécifiques.
Voilà. Ils disent les bornes de camions électriques, ça coûte 3,5 milliards d'euros. Si on veut en mettre partout. Ah bah oui, si vous voulez en mettre partout. Ouais. Ça, chéquier. Donc en fait, ils ne vont pas financer le ferroviaire, ils vont financer des bornes électriques et des subventions aux transporteurs routiers pour pouvoir acheter. Alors 12%, c'est pas non plus... il restera encore... Quand même 10 fois plus. Voilà, 10 fois plus, mais il restera encore une très grande majorité des camions qui resteront des camions diesel. Alors le problème des camions, c'est que les camions, ils ne payent pas ce qu'on appelle les externalités négatives. Les externalités négatives, enfin, c'est tous les dégâts que vous créez et que la collectivité paye. Alors les premiers dégâts, qui sont d'abord des dégâts humains, voilà, c'est les morts et les blessés. 2023, chiffre ministère des Transports, les poids lourds sont responsables de 387 morts, voilà, et 2911 blessés. Ce sont à la fois des drames humains, mais ce sont des drames, y compris économiques, parce que les blessés, c'est la Sécu qui paye, quelquefois vous êtes handicapé à vie, donc ça a un coût pour la collectivité. C'est à la fois un drame humain, mais un coût pour la collectivité. Ça, c'est pas les camions qui payent. Ça, c'est l'assurance, c'est la sécurité sociale, c'est au niveau des blessés, voilà. Donc, ils ont externalisé à la collectivité un coût qui leur est propre. Deuxième coût important des transports de camions, la pollution, voilà, qui est mesurée par les gaz à effet de serre. Les camions, rien que les poids lourds, c'est 7% des gaz à effet de serre en France. Rien que les poids lourds. Les transports, c'est 34%, les camions, c'est 7%. Voilà. Type de comparaison, le train, j'ai regardé, je me suis amusé à faire le calcul. Les gaz à effet de serre créés par les trains, y compris de voyageurs, voyageurs, marchandises, c'est 0,1%. Les trains, 0,1% des gaz à effet de serre. Le camion, 7% des gaz à effet de serre. Cette pollution, tu la payes, la pollution. Voilà. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui ont des maladies, et tout ça, c'est la collectivité qui paye. Et ça, c'est ce qu'on appelle une externalité négative. Cela, ça a un coût. Et ce n'est pas les camions qui payent, ni les entreprises de chauffeurs routiers. C'est la collectivité qui paye. Troisième exemple d'externalité négative qui sont payées par le contribuable et dont le coût est indu aux camions sont l'infrastructure, les routes. Il y a d'ailleurs même un des rapports sur les nécessités d'avenir dans les infrastructures routières. Pourquoi ? Parce que les infrastructures routières, elles sont défoncées par les camions. Quand vous avez un 44 tonnes qui passe, ça vous défonce les routes. Ce n'est pas la voiture individuelle qui défonce les routes, c'est les camions. Mais ce n'est pas eux qui payent. Pas Géodis qui payent tout ça. Les investissements, chaque année, on met 11 milliards d'euros chaque année. 11 milliards d'euros pour construire des routes, les mettre à niveau, les restaurer, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc les camions, ils vous défoncent les routes, voilà, ils vous défoncent vos infrastructures, ça coûte 11 milliards d'euros, 12 milliards d'ailleurs, excusez-moi, 12 milliards d'euros à la collectivité, et par contre, eux, ils payent que dalle, que chi. Voilà. Et dernière chose, c'est les droits sociaux et le dumping social. Voilà. 40% des marchandises transportées par les chauffeurs routiers ils roulent sous pavillon étranger. Voilà. Chauffeurs polonais, des pays de l'Est, généralement, espagnols, voilà. Avec comme règle numéro 1 le dumping social. Les mecs, ils passent la semaine, ils dorment dans le camion. Quand vous allez sur les autoroutes, les aires d'autoroute, il y a des centaines et des centaines de camions. C'est l'esclavagisme moderne. Chauffeur routier aujourd'hui, c'est l'esclavagisme moderne. Il n'y a aucune règle sociale qui est respectée. 20% des contrôles routiers sur les camions donnent lieu à une infraction. 20%. C'est dingue. 20%, ça donne lieu. Alors, infraction, code du travail, infraction sur une surcharge. Mais la surcharge, ça peut créer un accident. Ça vous défonce la route déjà, ça peut créer un accident. 20%, enfin, c'est l'anarchie. Alors, il y a des chauffeurs routiers qui respectent les règles, il y a des entreprises de chauffeurs routiers qui respectent les règles, sauf qu'elles sont en concurrence directe avec d'autres entreprises qui viennent de l'autre bout de l'Europe, avec des conditions sociales au ras des pâquerettes, voilà, qui elles ne respectent rien. Donc fatalement, elles sont plus chères
et vu que c'est la loi du marché, et vu que maintenant la seule chose qu'on regarde les gens, c'est qu'est-ce qui est moins cher, bah, fatalement, voilà. Donc 40% des marchandises transportées en France, ce sont des pavillons étrangers avec des règles sociales au ras des pâquerettes et souvent des règles sociales qui ne sont pas respectées. Vous, quand vous avez un train SNCF, bon maintenant c'est Exafret, bah, les règles sociales, elles sont respectées. Les normes, elles sont respectées, c'est normal, vous imaginez? Donc aujourd'hui, on se retrouve en concurrence avec... Voilà pourquoi il faut quand même, sur ces histoires de transport, de report modal, de développement, il faut que l'État y mette son nez et pas uniquement qu'il subventionne les camions électriques. Ouais, puis il faut avoir une vision un peu plus globale parce que on voit que l'angle qui est pris, c'est celui du transport routier. Donc il y a toutes les externalités dont nous a parlé Fabien. Mais si on tire un peu la ficelle, là-dessus, moi je rajouterais l'artificialisation des sols. C'est-à-dire que lorsqu'on construit des routes, on rend les sols moins perméables à l'eau. Et quand cette eau qui ruisselle, il faut savoir qu'elle ruisselle avec les fameux PFAS dont vous avez entendu parler, qui correspondent à l'usure des pneus sur les routes. Donc il faut se dire que sur une route, quand il pleut, non seulement la route n'absorbe pas l'eau et donc le cycle de l'eau est rompu, mais en plus l'eau qui va dépendre de l'écoulement des routes en fait, qui va être dirigée, cette eau-là, elle est chargée en métaux lourds, en PFAS, etc. Donc c'est une eau en plus qui vient polluer les nappes phréatiques. Et bon, tout le monde aussi a sûrement entendu parler de la pollution des nappes phréatiques, puisqu'en France, on a plus de 97% des nappes phréatiques qui ont une eau polluée avec ce genre de substances. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, on se rend compte que l'approche finalement de cette conférence sur le financement des transports, elle laisse dans l'ombre plein d'angles qui mériteraient d'être abordés. Et à Sudrail, il y a eu des propositions. Il faut savoir qu'avant cette conférence, chaque organisation, comme je disais au début, pouvait déposer ses propositions afin qu'elles soient examinées. Et Sudrail a déposé un livret dans le cadre duquel, à la fin, on retrouve bon nombre de propositions. Moi, je veux bien que tu nous les énumères, Fabien, ces propositions-là, parce que je trouve que ça mérite quand même d'être évoqué, quoi, parce que c'est un angle qui n'a pas du tout été abordé dans le cadre de cette conférence. Alors, déjà, c'est les propositions de Sudrail, et j'ai conscience que ce n'est pas forcément les propositions qui sont retenues, mais c'est notre devoir en tant que responsable syndical et responsable et amoureux du ferroviaire et du service public, moi je n'ai pas honte à le dire, de les faire. Voilà. Aujourd'hui, on part du principe que l'État ne devrait pas investir dans le réseau ferroviaire parce qu'il y a 40 milliards de baisse des coûts et tout. Et pourquoi ? Pourquoi l'État ne devrait pas investir dans le ferroviaire en sachant que 1,3 milliard de personnes sont déplacées tous les ans dans le ferroviaire et que si vous n'investissez pas, vous allez leur pourrir la vie. Pourquoi l'État ne devrait pas investir alors qu'il est urgent de faire ce qu'on appelle du report modal, moins de camions, plus de trains, les camions qui tous les jours tuent des gens sur la route, font des blessés, défoncent. Pourquoi l'État a décidé de mettre le paquet dans le budget de l'armée? J'ai les chiffres. 2017, 32 milliards par an de budget de l'armée. 2023, on est passé à 45 milliards. Et en 2030, on va passer à 69 milliards. Alors pour l'armée, là, il y a le chéquier qui est sorti. On pourrait doubler, entre 2017 et 2030, on va doubler le budget de l'armée annuel. Mais par contre, pour le ferroviaire, non. Pour la pollution, non. Pour les marchandises, non. Pourquoi ? Évidemment, l'infrastructure appartient à l'État. C'est quand même au propriétaire de financer dans son infrastructure. Pourquoi on va essayer de chercher des financements, des trucs complètement abracadabrantesques, on va se creuser le cerveau de machin, si tu devrais faire ça? Non, l'infrastructure appartient à qui? À l'État. Voilà. L'État doit donc financer son infrastructure. Il y a des choix politiques à faire. Elle fait ses choix. Pour l'armée, on double le budget. Pourquoi on devrait... C'est pas à l'armée qu'on devrait doubler le budget, mais c'est au ferroviaire. Les Russes, ils sont pas à la frontière française, quoi. Par contre, tous les jours, on a besoin de trains. Tous les jours, on a des pannes parce que l'État n'investit pas dans le ferroviaire. Ça pourrit la vie des gens. Tous les jours, parce que justement, il n'y a pas assez de trains de marchandises, il y a des blessés, il y a de la pollution. Ça, c'est du tous les jours. C'est pas hypothétiquement, peut-être dans 10 ans, les Russes, ils vont arriver. Non, là, c'est du tous les jours.
des morts, hein, des blessés tous les jours. Hein. Voilà, l'État, il est responsable, c'est le propriétaire du réseau. Eh ben non, il ne devrait pas investir. Bah oui, c'est à l'État d'investir. Et ça arrangerait la vie de millions de gens. Voilà. Par ailleurs, il faut réinstaurer l'écotaxe. Oui, la logique de pollueur-payeur, il faut la mettre en place. Les camions polluent, les camions pourrissent les routes, et ben c'est à eux de payer. Non seulement c'est à eux de payer, mais en plus ça permet de rééquilibrer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec le dumping social, avec tout ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire les externalités négatives que les camions ne payent pas, eh ben, ils font qu'ils sont bien moins chers qu'un train de marchandises. Voilà, il faut rééquilibrer ce système économique-là. Donc, il faut rendre le camion plus cher. Si vous ne rendez pas le camion plus cher en instaurant l'écotaxe, et l'écotaxe, ce n'est pas un délire de gauchiste, tous les pays européens, sauf l'Italie et la France, ont l'écotaxe. Voilà, l'Espagne, c'est la Suisse, enfin, c'est pas des dangereux bolcheviques, non ? Ils ont tous mis l'écotaxe. Ah, mais non, nous, faut pas l'écotaxe. Si vous ne mettez pas l'écotaxe, non seulement, eh ben, vous ne permettez pas un meilleur équilibre entre le routier et le ferroviaire, et en plus, vous vous privez de milliards d'euros qui vous permettent justement de financer l'infrastructure, de financer les routes, de financer tout ça. Enfin, et puis, pour rester sur la route 2 secondes, il y a aussi les concessions des autoroutes qui rapportent énormément d'argent aux concessionnaires. Et justement, est-ce qu'il ne serait pas temps ou de renationaliser les autoroutes comme le fait l'Angleterre hein, à la fin du contrat, on renationalise pour éviter, pour trouver une forme d'équilibre justement entre la route qui pourrait financer le développement du ferroviaire. Je t'ai arrêté. Non, mais c'est bien. Non, mais alors c'est le nouveau jeune Bonneto de la conférence de financement, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans le cadre de la conférence de financement ? C'est bon, c'est arrêté. C'est qu'en fait, bon, voilà, aujourd'hui, tout le monde veut renationaliser les routes. Et bien là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne vont pas renationaliser les routes. Ouais. Voilà. Et on va recontinuer dans une concession. On va dire, ah oui, mais ça sera mieux négocié. On va demander à ce que Vinci, encore une fois, contribue un peu plus, mais on va rester dans un système de privatisation des routes. Alors, avec un contrat qui sera un peu plus dur, mais bon, dans la mesure où les 3/4 des gens veulent renationaliser les autoroutes, c'était le minimum syndical qu'ils pouvaient faire pour faire passer la pilule, mais c'est pas ça. Il faut renationaliser les routes. On va au bout, on renationalise et on utilise cet argent justement pour financer une partie pour financer le ferroviaire et une autre partie pour financer les routes. C'est-à-dire que ce n'est pas normal que les milliards d'euros que rapportent les autoroutes, les péages autoroutiers à 2, 3 ou 4 compagnies privées ne soient pas utilisés pour le bien collectif. Enfin, on a des routes qui sont défoncées, on a besoin de faire des travaux sur les routes. Pourquoi se priver de cette manne financière ? On a besoin d'investir dans le réseau ferroviaire. Pourquoi se priver ? On renationalise, on garde un système de péage et on utilise cet argent pour le bien de la collectivité. Ouais, parce qu'il y a fort à supposer aussi que si ces routes, on les laisse au privé et qu'on augmente leur participation à financer d'autres infrastructures, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont augmenter le prix des péages. Oui, c'est des petits malins. Autre proposition, eh ben, nous, on n'est pas pour l'ouverture à la concurrence. Aujourd'hui, il y a l'ouverture à la concurrence au niveau des TGV, voilà, et tout le système ferroviaire. Eh ben, il faut arrêter le fonds de concours. Enfin, le fonds de concours, c'est un boulet qui est mis au pied de la SNCF. Voilà, il faut... Parce que comment on fait, et parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, comment fait la SNCF pour faire des milliards de bénéfices ? Comment elle fait ? Eh ben, elle augmente le prix de ses billets TGV. Voilà. Donc tous ceux qui gueulent sur des prix des billets TGV, mais il faut gueuler sur le mécanisme. Il faut gueuler sur l'État. Parce que c'est l'État qui demande à la SNCF de faire des bénéfices pour pouvoir lui prendre cet argent et financer un réseau qui lui appartient à lui et pas à la SNCF. Si demain, il n'y a pas de fonds de concours, on va cette année mettre 1,5 milliard de fonds de concours payés par la SNCF. Si tu enlèves c'est 1,5 milliard, mais moi je te fais baisser les prix des billets TGV. Parce que fait la SNCF ? Elle doit mettre ce fonds concours, donc elle doit avoir beaucoup de bénéfices. Et comment elle fait pour avoir beaucoup de bénéfices ? Eh bien, elle augmente le prix des billets TGV. Voilà, c'est ça la règle. Tout le reste, c'est de la flûte de pan. Tous les gens qui vous disent non, mais si c'est ouvert, si c'est trop cher, c'est parce qu'il n'y a pas assez de concurrence. Là, j'ai vu, c'est la nouvelle théorie. Donc, c'est la SNCF qui aurait réduit volontairement son parc pour créer de la pénurie, ce qui lui permet. Mais tout ça, c'est des conneries. Franchement, c'est bidon, ça. Enfin, toutes les gens qui connaissent un peu le système ferroviaire vous expliqueront que tout ça, c'est bidon. Non, la seule raison,
c'est que l'État veut faire payer à la SNCF le financement de son infrastructure. Et comment fait la SNCF pour donner cet argent à l'État? Eh ben, elle se retourne vers le voyageur. C'est ça la seule raison. Donc, si on ne casse pas ce mécanisme-là, eh ben, on ne fera pas baisser les prix des billets TGV. Et donc, ça ne sera pas incitatif à ce que les gens quittent leur voiture et prennent le train. Voilà. Et par ailleurs, donc il faut casser cette règle du fonds concours, qui est une règle qui est mortifère, et il faut casser ou imposer la règle, ok, le marché du TGV ouvert, eh ben, il y a des trains, il y a des lignes qui sont rentables, il y a des lignes qui ne sont pas rentables. Tout ça est un équilibre. Cet équilibre, il est très fragile. Heureusement que la SNCF est une entreprise ultra compétitive, parce que si on n'était pas compétitive, eh ben, ça ne marcherait pas. Ce qui fait que malgré le fait que les concurrents viennent sur les lignes rentables, on arrive quand même à dégager du cash, parce qu'on a un bon système ferroviaire, parce qu'on a des bonnes lignes TGV, et que contrairement à ce que les gens pensent, on a effectivement des cheminots qui sont productifs. Mais si vous n'avez pas justement ces règles, on ouvre à la concurrence, les règles doivent être les mêmes pour tous. Voilà. Pour la SNCF, comme pour les Trenitalia. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous ouvrez un marché et vous avez des règles qui sont en défaveur de l'opérateur historique. Enfin, c'est un scandale. Voilà. Donc, il faut imposer. Vous venez sur le marché, et ben vous faites votre part de service public, vous desservez les gares TGV qui ne sont pas rentables. Et ça doit être pris d'entrée, quoi. Dès l'appel d'offres, il faut qu'il y ait cette condition, justement, d'aménagement du territoire qui soit pris en compte, même si c'est du privé qui s'occupe de la liaison et qui fasse les dessertes nécessaires. Et dernière mesure qu'on préconise, et ça va un peu loin, c'est pas forcément pour des histoires de financement, c'est par rapport à la concurrence. Donc, c'est quoi le levier pour faire baisser les coûts? C'est la concurrence et l'allotissement. Ça veut dire quoi, l'allotissement? C'est-à-dire que chaque région va découper son système ferroviaire en plusieurs lots, 4 ou 5 lots en général. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle la balkanisation du système ferroviaire. C'est-à-dire, et c'est ce qui s'est passé en Angleterre. En Angleterre, 93, privatisation, voilà, mais découpage en 100 sociétés, voilà, qui n'ont aucune cohérence les unes avec les autres, voire qui sont à la guerre. C'est quoi l'activité principale en Angleterre? Vous avez une ligne. Il y a un retard sur la ligne. Il y a l'infrastructure. Il y a votre opérateur régional. Quelquefois, il peut y avoir un train de fret. Et quelquefois, il peut y avoir aussi un train de grande ligne. 4 intervenants. Qui est responsable du retard? C'est le jeu national en Angleterre qui est responsable. Parce que celui qui est responsable du retard, c'est lui qui paye les pénalités. Enfin, il y a un enjeu. En Angleterre, le système est tellement pervers qu'il y a 600 ingénieurs, c'est-à-dire des mecs qui ont bac plus 18. Des mecs qui ont des cerveaux comme moi, mais multipliés par 10, quoi. Moi, j'ai pas un gros cerveau, quoi. Voilà. Mais vraiment des mecs intelligents. Et ben, leur boulot, c'est que ça. C'est pas rajouter des trains, améliorer le système. Non. Eux, leur boulot, c'est, bon, il y a dans la clause du contrat, effectivement, mon train est en retard, mais la clause du contrat dit que le retard est à cause d'une vache, donc c'est pas à moi de payer, c'est à cause de l'infrastructure, ou c'est à cause du voyageur qui est à côté. En fait, on a mis l'intelligence pour essayer non pas d'améliorer le système, mais pour savoir qui doit payer les pénalités. Mais on s'en fout qui doit payer les pénalités. Enfin, c'est pas les gens, ils veulent prendre leur train, être à l'heure et que le billet soit pas cher. Ils veulent pas savoir qui va payer les pénalités. On a la balkanisation de ce système, il va y avoir la même chose en France. On va avoir une partie des effectifs de la SNCF qui vont être là. Alors, est-ce que c'est SNCF Réseau qui est en cause? Est-ce que là, on va avoir le TGV Nice-Marseille, donc ouvert à la concurrence? Sur cette ligne, il y a des trains de marchandises, il y a des TGV SNCF, il y a des TER SNCF, il y a des TER de filiales SNCF, et maintenant, il va y avoir Transdev. Voilà. Il va y avoir plus de 5 opérateurs. Et de temps en temps, il y aura même Trenitalia qui va venir. Voilà. Bon, dès qu'il va y avoir un retard, mais ça va être... Mais qui? Non, c'est Trenitalia qui a fait ça, parce qu'il est passé, il a mal desserré, il a mis le feu à côté, mais non, c'est Réseau parce qu'il a mal entretenu. Ça va être procès sur procès. Il va y avoir un monde de dingue qui va bosser sur des métiers parasites qui ne servent à rien, qui ne permettent pas de faire de la régularité et qui ne permettent pas d'avoir un système performant. Voilà l'échec de l'Angleterre. Et on va faire la même chose. C'est ça que moi je parle avec beaucoup de cœur et de véhémence, parce que ça me rend dingue.
de me dire qu'on va refaire les mêmes erreurs, c'est-à-dire qu'on va balkaniser le système. On va avoir plein de petits opérateurs qui vont se faire la guerre les uns les autres. Si c'est pas moi, c'est l'autre. C'est ça, hein, c'est pas moi, c'est l'autre. Au lieu de comment on fait pour ensemble faire fonctionner le système. Coordonner les choses et que ça marche bien. Ben, on voit en tout cas que cette conférence, elle va avoir de l'impact, comme on supposait, sur toutes les décisions qui vont être prises sur l'investissement du ferroviaire et du coup sur l'avenir de la SNCF, de Schneeweiss et des cheminots. Et pour ça, il y a un rassemblement qui va avoir lieu, c'est le 23 juin, et ça sera devant le ministère de l'écologie, et ça va être aussi pour appuyer les propositions Sudrail. Ces propositions-là, elles sont aussi portées par l'Alliance écologique et sociale, qui est notre partenaire avec un angle justement sur l'écologie, parce que tous ces sujets-là, finalement, ils sont intrinsèquement liés. Donc, le 23 juin, on vous attend tous et toutes devant le ministère de l'écologie et on espère bien porter les propositions de Sudrail pour qu'elles se fassent entendre et surtout mettre à jour l'incohérence du système qu'ils sont en train de nous préparer. Je pense qu'on a fait le tour des points. Ouais, juste là-dessus, sur le 23 juin, je sais que ça peut paraître éloigné, toutes ces questions-là, aux collègues ou même aux citoyens et tout, c'est important. Les choix qu'on fait aujourd'hui, c'est des choix qui ont des conséquences sur 10, 20 ans et qui ont des conséquences concrètes sur les retards, l'effondrement du système. Voilà, pas de possibilité d'avoir des trains de marchandises. Donc, on a une fenêtre de tir, c'est maintenant, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans un an, c'est maintenant. Donc, le 23 juin, il faut que les collègues se saisissent de ces questions. Il faut que les associations d'usagers, là, on va avoir des fermetures de petites lignes, 5000 km de petites lignes qui vont peut-être fermer. Donc, les choix, ils vont se prendre maintenant. Si on ne met pas le paquet cheminots, amoureux du ferroviaire, associations de voyageurs, associations d'usagers, si on ne met pas le paquet, qu'on ne fait pas du lobbying, parce qu'ils font du lobbying, les chauffeurs routiers, eux, ils font du lobbying, croyez pas. Les compagnies privées, elles font très italien, elles font du lobbying de leur côté. Si nous, les défenseurs du service public, on ne fait pas du lobbying, on va perdre la bataille. Et si on perd la bataille, on ne perd pas la bataille pour 6 mois, on perd la bataille pour 20 ou 30 ans. La France, dans les années 70, ils ont fait un choix de développer le TGV. Voilà, ils auraient pu ne pas faire ce choix-là. Enfin, on ne serait pas dans la même situation qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire, de loin, la première nation ferroviaire en Europe. Voilà, donc on se rend compte que ces choix-là, à un moment donné, ils sont pris. Et si tu prends les mauvais choix, les États-Unis, ils ont décidé de ne pas développer le ferroviaire. Voilà, il n'y a pas de train aux États-Unis. Voilà, ils allaient faire une ligne TGV. Trump, il a dit, je ne veux pas payer. Voilà. Bon, tout le monde aux États-Unis, c'est bagnole, c'est l'avion, voilà, c'est ça, ça pollue, d'ailleurs ils s'en foutent. Voilà, pas tous, heureusement, mais beaucoup s'en foutent. Voilà, après tu théorises, tes choix, la pollution, ça n'existe pas. Voilà, tu peux dire ça, c'est le choix qu'a fait les États-Unis. Nous, on pense que la pollution, ça existe. On pense que les transports sont responsables de la pollution. Voilà. Et on pense que les choix qu'on doit prendre maintenant auront des conséquences sur 10, 20 ou 30 ans pour nos gosses, les générations futures. Est-ce qu'on veut que nos générations futures ils aient un bon système ferroviaire avec des trains de qualité, avec des trains qui sont à l'heure? Est-ce qu'on veut qu'il y ait des trains de marchandises qui soient efficients, qui soient efficaces moi, j'ai pris l'autoroute ce week-end. C'est insupportable. Toute la ligne droite, c'est des camions, des camions, des camions, des camions. Ça pollue, ça défonce les routes. Enfin, ces choix, c'est maintenant qu'on doit les avoir. Donc, le 23 juin, il faut qu'on soit au rassemblement, qu'on participe, on met tous notre petite pierre à l'édifice et à la fin, c'est nous qu'on gagne. Ouais, voilà. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouvera prochainement sûrement pour d'autres vidéos et partage d'informations. On a tous et toutes bien compris que le ferroviaire, c'est du temps long. Je pense que Fabien a mis vraiment l'accent là-dessus. Et que l'implication qu'on a aujourd'hui, elle aura des répercussions, comme il dit, pas demain, mais dans quelques années. En tout cas, merci à tous et à toutes. Et puis, on se retrouve donc le 23 juin devant le ministère de l'économie. Bonne fin de journée.